Dernière présentation, j'ai refait les calculs, ça marchait très très bien. Vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais j'avais envoyé les bonnes diapos. Il fallait enlever les sujets qui étaient en trop, et quand on les enlevait, les résultats étaient beaucoup plus intéressants que ceux qui apparaissaient à l'écran. Donc vous rectifierez vous-même. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui le mandat que j'ai, c'est un seul mandat. Déjà c'est beaucoup mieux que deux. On va parler donc des enquêtes à grande échelle. J'ai essayé de faire un portrait qui vous permette de comprendre un peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, puis ce qu'on peut faire avec. Donc si vous regardez mon plan, je vais commencer avec quelques éléments de réflexion autour de la création d'une épreuve. Vous verrez au niveau du vocabulaire, épreuve, test, on va peut-être surfer un peu entre les deux. La majeure partie de la présentation tourne vraiment autour des programmes, donc ce qu'ils sont, à quoi ils mènent, à quoi ils ressemblent. Un petit morceau sur l'utilisation des données par ceux évidemment qui commanditent ces enquêtes, mais aussi par les chercheurs qui sont nombreux à travailler avec ça. Et puis une petite conclusion. N'hésitez pas à m'interrompre, je veux que ce soit interactif d'une certaine façon parce que vous aurez peut-être un certain nombre de questions à poser au fur et à mesure. Pour les premiers éléments de réflexion, oublions le contexte à grande échelle dans un premier temps, puis partons du contexte normal de l'enseignant dans sa salle de classe. Quelles questions se pose un enseignant qui veut fabriquer une épreuve évaluative, un test, une épreuve, une tâche, n'importe quoi? La première chose, en tout cas une des premières choses, c'est de planifier, évidemment, et puis de savoir pourquoi il veut créer cette épreuve et à quoi elle va lui servir. Donc l'idée de la visée, c'est sûr qu'en salle de classe, la visée, en général, elle est formative ou certificative, elle peut être diagnostique, mais en général, on roule entre ces trois objectifs particuliers. Dans le cadre des enquêtes à grande échelle, vous allez voir que ce n'est pas forcément l'évaluation de l'élève qui est l'objectif. Donc déjà ça, c'est une perspective à prendre. Deux niveaux, c'est sûr que l'enseignant dans sa salle de classe ou le prof universitaire qui fait son test ou son examen ou son épreuve ou n'importe quelle tâche, travail demandé à ses élèves ou à ses étudiants, ne doit pas répondre aux mêmes besoins, n'a pas en main les mêmes enjeux à traiter que quelqu'un qui veut monter une enquête, en tout cas une enquête ou une épreuve à grande échelle. On va définir dans un instant ce que c'est. Donc déjà, c'est clair que ces deux contextes qui sont différents, même si dans les deux cas, on parle d'évaluation. On parle, oui, de la même chose à certains niveaux, mais éventuellement pas de la même chose à d'autres niveaux. Premier élément, de quoi je parle quand je parle de grande échelle, parce que ça peut prendre de multiples formes. Ma liste ici n'est pas forcément exhaustive, mais vous voyez que je vous propose 3 éléments possibles qui pourraient rentrer dans ce qu'on appelle des évaluations à grande échelle, ce qui est en rouge étant ce qui m'intéresse ce soir. D'abord, au niveau des évaluations à grande échelle, il existe des épreuves diagnostiques à grande échelle, autrement dit à la dimension d'un pays. On n'a pas ça au Québec, mais ça existe beaucoup en Europe. Vous voyez, je vous ai mis ici comme exemple la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg ont tous des épreuves diagnostiques, autrement dit qui ne contribuent pas en tant que telles à l'évaluation de l'élève, mais qui sont faites en début d'année et qui sont faites à la grandeur du pays, qui sont même faites pour les élèves, par exemple, qui étudient à l'étranger. Moi, quand je travaillais à Marie de France, je faisais passer ces épreuves-là à l'époque. Donc, qui sont données à tous les élèves. Les données sont centralisées, sont analysées, sont renvoyées aux enseignants qui peuvent, à partir de là, prendre l'information qui leur est donnée sur leurs élèves. En général, c'est fait tout au début de l'année scolaire. Et à l'heure actuelle, il semble que dans certains pays, ça je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais c'est ce qui semble être le cas, c'est accompagné d'un guide pédagogique qui explique qu'un élève qui a tel score par rapport à tel type de question pourrait faire tel travail ou pourrait avoir tel parcours d'apprentissage où on pourrait l'aider de telle manière. Donc ici, on est vraiment dans l'idée de diagnostic, on est dans le cadre d'épreuves externes. Je les ai appelées externes parce qu'elles ne viennent pas de la salle de classe. Dans le cas que je vous décris, elles sont faites en général par les ministères de l'Éducation. Aux États-Unis, il existe beaucoup d'épreuves de ce genre-là qui sont gérées par des organismes privés, Pearson, ETS par exemple. Donc ça, c'est la première catégorie, je dirais, d'évaluation à grande échelle. Autrement dit, on sort de la salle de classe. La deuxième catégorie, elle vous est familière, je pense, à tous, ce sont les épreuves du ministère. Donc au Québec, on en a quand même un certain nombre.
avec des statuts un peu différents, des épreuves d'appoint, des épreuves obligatoires, des épreuves qui contribuent à la certification ou pas. Mais il y en a toute une catégorie qui sont obligatoires ou qui ne le sont pas, mais il existe donc tout un ensemble ici d'épreuves qui sont gérées à grande échelle par le ministère de l'Éducation et puis qui servent la plupart du temps à évaluer l'élève, soit en contribuant à son bilan, soit même pour certifier, c'est le cas par exemple au secondaire. Donc on a aussi cette idée-là, quand on parle d'épreuves à grande échelle, on parle de ça aussi. Et puis le dernier élément, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont ce que j'ai appelé les épreuves inscrites dans des enquêtes à grande échelle. Le mot inscrite signifie l'idée qu'il n'y a pas que juste l'épreuve. Il y a d'autres choses qui gravitent autour de l'épreuve, qui permettent de récolter d'autres données que simplement des données sur le rendement de l'élève. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie d'abord que l'objectif premier, ce n'est pas d'évaluer l'élève. Ce n'est pas l'élève individuellement qui est l'objet. Ce qui est l'objet, c'est le système éducatif. Donc ça fait une différence importante. Il n'y a aucune contribution à l'évaluation des élèves. Je vais beaucoup parler dans les prochaines diapos de PISA. Il n'y a aucun enseignant qui va utiliser la note obtenue à PISA dans son bulletin. D'abord, c'est impossible parce que c'est juste un échantillon d'élèves qui passe PISA et que peut-être que dans vos écoles, vous n'avez jamais été sollicité pour le faire. Peut-être que d'autres, oui, mais ce n'est pas systématique, c'est vraiment un échantillonnage. Donc, ça serait absolument impossible d'intégrer ça à quelques processus d'évaluation que ce soit. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, en général, bon, je l'ai mis de manière simple ici, ça peut varier un peu, mais c'est de faire l'état des lieux des systèmes éducatifs, c'est de faire des comparaisons. Ce qu'on connaît, ce que la croyance populaire, je dirais, connaît le mieux de PISA, c'est la mise en rang des pays. Je vous montrerai tout à l'heure un graphique qui illustre ça. Mais ça va au-delà, évidemment, de la mise en rang. Mais l'idée de PISA, c'est d'être capable de prendre une mesure du rendement des élèves dans différentes disciplines et d'avoir tout un tas de données contextuelles récupérées à l'aide de différents questionnaires. On va regarder ça en détail. Et puis d'avoir finalement une base de données qui permet de produire des indicateurs de l'éducation, du monde de l'éducation, puis qui permet aussi de nous donner à nous chercheurs des données qu'on peut utiliser pour faire de la recherche. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de problématiques en éducation qu'on peut adresser en utilisant ces données-là qui sont la plupart du temps relativement faciles à se procurer. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je parle, des épreuves qui sont inscrites dans les enquêtes à grande échelle. Si je reviens à mon idée d'élaborer une épreuve évaluative, dans ma partie gauche ici, la démarche pour l'enseignant dans sa salle de classe. Que fait un enseignant dans sa salle de classe pour élaborer un test, une épreuve? Il va définir la visée, il va planifier, il va déterminer le contenu qu'il veut mettre à l'intérieur de son épreuve, donc les contenus disciplinaires, les compétences qu'il veut évaluer. Il va écrire les tâches, les items, les questions, il va donner la forme à l'objet qu'il veut formaliser pour évaluer ses élèves. Il va définir ses modalités de correction. Évidemment, il a toujours une sorte de marge de manœuvre parce que c'est lui qui est le maître d'œuvre, donc il peut décider de faire quelque chose, changer un peu en cours de route, il a une certaine liberté par rapport à ça. Il va faire passer son épreuve, la corriger, éventuellement ajuster sa correction parce qu'il va se rendre compte que la question 3 ne marche pas du tout comme il avait prévu, puis que finalement, soit il ne va pas la compter, soit il va revoir son barème. Et puis, idéalement, et je sais que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, mais il va porter un regard critique sur son épreuve. Donc, il va peut-être analyser les données. Ça fait référence à ce que je vous disais la dernière fois. Si c'était un test, il pourrait analyser les données de la manière dont on avait parlé la dernière fois. Mais ça peut être une approche beaucoup plus qualitative que ça. Regarder les questions qui ont fonctionné, voir comment les élèves ont réagi à différentes choses. Si c'est une tâche, voir que finalement, ils ont trouvé que la première partie était très longue et puis qu'il y avait telle chose qu'on pourrait arranger. Donc, une évaluation, je dirais, peut-être un peu pragmatique et qualitative. Ça, c'est la démarche de l'enseignant tout seul ou en équipe. Dans le meilleur des cas, ça peut se faire à plusieurs, mais qui veut évaluer ses élèves. Dans le cadre d'une évaluation à grande échelle, là, on n'est plus du tout dans le même registre. Cette fois, on parle d'experts. Experts devant être définis, je ne prendrai pas le temps de le faire ici, mais on s'entend des experts en évaluation, des experts en contenu, des experts en élaborer une politique, donc une grande quantité d'experts de tous azimuts, je dirais, et qui vont donc suivre un protocole extrêmement précis pour pouvoir élaborer une épreuve à l'intérieur d'une enquête à grande échelle. Donc je vous ai mis un certain nombre de points ici qui ne sont pas forcément exhaustif, il peut y avoir d'autres étapes, mais grosso modo, ça représente à peu près la démarche. Donc, tout comme l'enseignant planifie, eux aussi vont planifier, donc ils vont définir les objectifs.
Élaborer un cadre de référence. Vous verrez que toutes les enquêtes à l'heure actuelle ont un cadre de référence. C'est d'ailleurs les documents qu'on a finalement quand on s'intéresse à ça pour comprendre comment les choses sont faites. Élabore un tableau de spécification, comme l'enseignant le fait éventuellement quand il fait son épreuve. La différence, c'est que ce ne sont pas ces experts-là qui vont élaborer les questions qui vont aller dans l'épreuve. C'est sûr qu'ils font appel à des experts, à des rédacteurs experts de questions. Donc, ils vont écrire un guide de rédaction, recruter, former les rédacteurs. Une fois qu'ils récupéreront le matériel, il y a tout un processus de validation qui se met en œuvre, de manière à vérifier que les questions sont bien posées, fonctionnent auprès d'élèves, qu'elles sont bien classées comme on pense qu'elles sont classées. Donc, c'est un long processus itératif. On vérifie qu'on a respecté les règles établies, qu'on est en accord avec le tableau de spécification, on expérimente, on fait des pilotes, on utilise des élèves pour vérifier tout ça. Puis, au bout d'un moment, on finit par avoir un ensemble de questions qui forment l'épreuve. On assemble le test, ou en fait les différents morceaux du test, parce que vous allez voir souvent que c'est plus compliqué que ça. On le produit, on l'administre, on organise, on récolte les données, puis à partir de là, on fait un certain nombre d'analyses, notamment à rebrousse-poil, je dirais, pour vérifier la qualité des données qu'on a récoltées. Donc ça, c'est toute la démarche. Pour un programme comme PISA qui se donne tous les 3 ans, on fait ça pratiquement en continu parce qu'on prépare déjà le prochain quand on est déjà en collecte actuellement. En 2012, on collecte. Je suis à peu près certaine qu'il y a toute une équipe de gens qui travaillent déjà à la version d'après. Donc vous voyez que la démarche se ressemble, mais c'est sûr que dans le cas de droite, les enjeux ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes. On est dans 2 registres qui sont différents, mais qui suivent une démarche qui se ressemble, mais qui est largement plus lourde et compliquée dans ma colonne de droite. Se pose à ce stade-là une première question, puis je ne dis pas que je vais y répondre, mais je vais donner des éléments de réponse par rapport à cette préoccupation que beaucoup ont des enquêtes à grande échelle. Actuellement, dans nos systèmes, que ce soit en Europe, que ce soit ici, on dit évaluer des compétences. On essaie d'évaluer des compétences. À l'université, on donne des cours pour rendre habiles les enseignants à justement passer comme on faisait avant quand on évaluait des objectifs, à la manière d'évaluer des compétences. Vous êtes tous ici dans un cours en évaluation, donc je pense que vous avez tous une bonne idée du fait que ça ne se fait pas exactement de la même manière et que finalement une épreuve avec des questions, avec des items n'est pas forcément ce qui vous vient à l'esprit en premier comme épreuve pour évaluer des compétences. Si on est en salle de classe, c'est sûr que l'enseignant va faire appel à des tâches complexes, va probablement avoir une évaluation qui est plus critériée que de compter des points, bonne ou mauvaise réponse à des questions. Donc il y a une marge de manœuvre. Dans la salle de classe, il y a cette liberté-là. Et puis un enseignant va avoir ses 30 élèves, 35, 25 élèves. Il fera ce qu'il est capable de faire, mais il va pouvoir mettre en place cette approche-là. Quand on parle de, je ne sais pas moi, 500 000 élèves qui passent PISA, on n'est plus dans le même registre. Donc on peut se poser la question, c'est celle que je vous ai mise ici, qu'est-ce qu'on évalue dans les enquêtes à grande échelle? Est-ce qu'on évalue vraiment des compétences? Est-ce qu'on évalue plutôt des connaissances? Il y a beaucoup de controverses, beaucoup de gens ont des avis sur la question. Donc je vais vous montrer ce qu'on évalue. Je n'ai pas la prétention de tout vous montrer, mais je vais vous montrer une partie de ce qu'on évalue dans ces enquêtes et vous pourrez vous faire une idée par rapport à ce qui est demandé. Ça va jusque-là? Pas de questions? Donc les programmes, de quoi est-ce que je parle? Parce que c'est sûr que j'ai cité PISA, mais on s'entend que PISA n'est pas la seule enquête à grande échelle, il y en a beaucoup. Donc mon premier objectif ici est de vous montrer qu'il y en a quand même un certain nombre. Et mon tableau n'est pas encore là forcément exhaustif, mais lorsque j'ai fait un travail pour justement essayer de faire le tour de ce qui existe, c'est ce que j'avais réussi à trouver. Alors c'est peut-être pas très facile à lire, mais vous voyez qu'ici je propose une douzaine de programmes différents, qui sont tous en lien avec divers organismes qu'on va regarder rapidement l'un après l'autre, qui portent tous des noms qui sont sous forme d'acronymes parce que souvent ça va chercher toute une formulation longue, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, complique la vie quand on s'intéresse à ça parce qu'une grosse partie de la littérature sur le sujet est en anglais, une autre est en français. Les acronymes en anglais et en français ne sont jamais les mêmes. Donc le premier travail qu'il faut faire, c'est déjà d'accrocher les deux pour voir si on parle de la même chose. Donc ici, vous avez les acronymes en français quand ils existent, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis je vois qu'il manque un bout de mon écran, mais bon, peu importe. Si on regarde le premier groupe, celui que j'ai encadré en haut en vert, on a ici 3 programmes qui dépendent de l'OCDE. Si vous regardez,
on a évidemment PISA, qui est le plus connu de tous, qui s'adresse aux élèves de 15 ans. Donc ici, on est par rapport aux élèves du secondaire. Les deux autres, et en fait l'un a remplacé l'autre au fil du temps, vous allez le voir dans la diapo suivante, s'adressent aux adultes. Donc déjà, premier élément intéressant, c'est qu'on n'évalue pas seulement les élèves du primaire et du secondaire, mais qu'on évalue aussi les adultes. On verra tout à l'heure quel est l'objectif de faire ça. On a ensuite tout un groupe ici qui est géré par l'IEA, l'Association internationale pour l'évaluation des acquis scolaires. De ça, vous connaissez très probablement le PIRLS et le TIMSS, qui sont les deux enquêtes les plus connues et sur lesquelles il y a beaucoup de recherche qui est faite parce que les bases de données sont quand même intéressantes quand on travaille en éducation. L'un s'intéresse à la lecture, l'autre aux mathématiques et aux sciences. Les cadres de référence sont très proches l'un de l'autre, c'est les mêmes personnes qui les ont fait, donc vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. Dans les deux cas, on s'intéresse aux élèves du primaire. 4e année pour la lecture et 4e et 8e année pour les mathématiques et les sciences. Et puis on a deux autres programmes ici, CIVED et ICCS, il manque le I, qui s'adressent aux élèves de 14 ans, donc ici on est plus au secondaire, et qui s'intéressent en fait à l'éducation civique, autrement dit à la préparation des élèves à leur vie de citoyen. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. L'une, encore une fois, ici il y en a deux parce que finalement l'une a remplacé l'autre. On a fait un certain nombre de modifications au fil du temps, puis l'une a été remplacée par l'autre, l'acronyme a changé et la direction a un peu changé aussi. On a ensuite, dans mon regroupement suivant, ici, vous voyez deux organismes différents, le Confemen dans un cas et l'UNESCO dans l'autre. Ces deux programmes-là ont la particularité de s'intéresser uniquement à l'Afrique. Donc, je pense que vous les connaissez, ce sont ceux certainement que vous connaissez le mieux. Donc deux enquêtes à grande échelle différentes. L'une s'intéresse essentiellement aux pays francophones, puis l'autre ratisse éventuellement un peu plus large. Ici, on est 2e et 5e année, donc on est encore au primaire. Élèves de 6e année, je ne sais pas si c'est comptabilisé comme primaire ou secondaire dans le système, mais on est encore à la limite du primaire. Donc encore une fois, deux programmes, et vous allez voir qu'il y a une certaine fréquence, qui est peut-être moins évidente que pour les autres, mais il y a une certaine fréquence pour ça. On a ensuite YOLS, qui est un programme qui cette fois s'adresse aux adultes, donc un peu dans le même esprit que les deux qu'on avait en haut ici de l'OCDE. Ici, c'est la littératie des adultes, si on veut, puis les habiletés à utiliser dans la vie. Donc on voit vraiment l'idée de vérifier les acquis des adultes pour exercer leurs droits citoyens, mais aussi pour fonctionner, pour travailler à l'intérieur des sociétés. Et enfin, mon dernier regroupement, qui comprend en fait deux programmes à grande échelle, mais qui n'existent pas l'un en même temps que l'autre. Le PPCE a remplacé le PIRS. Donc pendant un certain nombre d'années, le PIRS a fonctionné. Puis les changements qui ont été apportés ont amené aussi un changement de nom. C'est le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada qui met ça en place. Donc la particularité, si pour le PASEC et le SACMEC, ici on parlait de l'Afrique, ici on parle du Canada. Donc vous voyez que ce ne sont pas toujours des programmes internationaux. La plupart des autres sont internationaux, mais ici c'est international, mais sur un continent. Et puis ici c'est national à l'intérieur du Canada. Donc vous voyez qu'il y a quand même une variété. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même je pourrais dire quand même, pas une multitude, mais en tout cas plusieurs organismes différents qui s'intéressent à ça et qu'on vise vraiment tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'à l'âge adulte. C'est une grosse machine. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde qui travaille là-dessus à travers le monde. Si on veut regarder l'évolution, parce qu'on entend parler de PISA beaucoup, de PIRLS, de TIMSS pas mal aussi, mais je trouvais que c'était intéressant de voir la fréquence, la récurrence des différents programmes. Si on part du haut ici dans mon graphique, vous voyez que je vous disais que le Conseil des ministres de l'Éducation au Canada avait pendant de nombreuses années mis en place, et vous voyez à certaines périodes, à chaque année, le PIRS. En 2007, c'est devenu le PPCE. Donc il y a eu des changements importants au niveau du cadre de référence, au niveau de la manière d'évaluer. Je ne rentrerai pas dans les détails. La dernière passation était en 2007. Pour le moment, je ne crois pas qu'il y en ait une deuxième. C'est possible qu'elle soit prévue, je n'ai pas vérifié. On a ensuite les deux lignes qui suivent ici avec les petits triangles, qui sont les deux
programmes qui visent l'Afrique. Donc vous voyez qu'on a quand même une certaine régularité. C'est fait à intervalles, même si les intervalles ne sont pas toujours les mêmes. Mais il y a quand même je dirais une prise d'information qui se fait à plusieurs reprises et qui fournit beaucoup de données. On a ensuite ici les deux programmes qui s'intéressent plutôt à ce que j'appellerais l'éducation civique, donc avec une fréquence, mais finalement l'un est devenu l'autre, toujours géré par le même organisme qu'est l'IEA. On a ensuite Teams et Peers, et vous voyez ici c'est une régularité de métronome, là, tout, à intervalles réguliers. Le Teams opère, à intervalles réguliers qui est décalé par rapport au Teams, le PIRLS opère. On a ici tous les programmes qui s'adressent aux adultes, qu'ils soient gérés par un organisme ou par un autre. Et vous voyez qu'ici aussi, on a une certaine régularité, même si ce n'est pas le même organisme. Et puis, évidemment, on a le plus connu de tous, qui est PISA, qui est aussi régulier que Teams, que la plupart de ceux qui sont réguliers. Donc, vous voyez que ça fait quand même... Si vous regardez par rapport aux années qui découlent, ça fait quand même beaucoup d'évaluations qui sont passées par les élèves du monde. C'est sûr que ce n'est pas toujours exactement les mêmes. Puis finalement, on n'est pas forcément dans des écoles où ces choses-là sont passées, mais il se passe énormément de choses, donc il y a énormément de données qui sont récoltées. Un autre point aussi, c'est que j'ai fait commencer mon schéma ici aux années 90. Il a existé quelques enquêtes de ce genre-là dans les années précédentes. Mais c'est vraiment à partir de 1990 que ça commence à être organisé de cette façon-là, avec des cadres de référence, avec, je dirais, une mécanique relativement bien huilée et qui se déplace dans le temps. Les pays maintenant. Je vous disais que les élèves du monde entier passent des choses. C'est peut-être pas du monde entier, mais c'est de beaucoup de pays. Vous avez l'évolution ici. Donc ici, je me suis juste intéressée aux PIRLS, à PISA et à Teams, qui sont finalement les trois desquels on parle le plus quand on s'intéresse à l'éducation, en particulier aux élèves. Donc si vous regardez, de manière générale, c'est toujours en augmentation au fil des années. PISA, en 2009, il y avait 65 pays qui ont passé PISA, donc ça représente quand même beaucoup de pays de par le monde. Si vous regardez, ça fait tout ce qui est en rouge. C'est quand même pas si mal, avec des zones très précises dans lesquels PISA ne va pas. Mais pour l'Afrique, on a vu qu'il y avait d'autres programmes qui sont là, pas forcément pour les remplacer, mais en tout cas, il y a une volonté, il y a aussi une collecte de données qui est faite ici. Pour le reste, c'est sûr qu'ici, on a la Chine, qui a quand même un statut un peu particulier, on a l'Inde, on a l'Afghanistan, on a différents pays, disons, dans lesquels je pense, dans certains cas, en tout cas, ils ont éventuellement d'autres chats à fouetter que d'évaluer les élèves. Mais vous voyez que partout ailleurs, c'est quand même pas mal couvert. Donc le regard du chercheur là-dessus se dit, ça permet quand même d'avoir des comparaisons intéressantes, ça permet d'aller collecter des données dans un certain nombre d'endroits, avec des endroits potentiellement très différents les uns des autres. Oui. Attendez. Bonjour. Bonjour. Le pays en Europe où il n'y a pas le test, c'est l'Ukraine ou je ne sais pas? C'est une bonne question. Parce que c'est bizarre que ça soit entouré par tous ces pays qu'ils font. Oui, c'est vrai que qui est capable. Je n'ai pas vérifié, j'en sais rien. La géographie de qui est suffisamment au point pour nous dire qui est ici? Peut-être c'est l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine. Je ne sais pas. Je pense que c'est un pays de l'Est, mais je ne sais pas lequel. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être, j'aurais envie de dire la Yougoslavie, ou je ne sais pas. À vérifier. Vous me posez une colle, je n'ai pas regardé ça. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un pays... Non, je sais. Mais c'est vrai qu'il y a un trou au milieu. Oui? C'est possible. Oui, c'est possible. Mais Sébastien, quand tu auras trouvé, tu nous diras. L'Ukraine? Ah, ok. Ouais, c'est ça, parce que dans ces pays-là, ils se touchent tous. Voilà, on a la réponse. Mais vous voyez, le point que je voulais apporter ici, c'était quand même la couverture relativement importante du monde. Si on regarde, je vous disais, PISA 2009, c'était 65 pays. Ce que j'ai vu, c'est que 2012, c'est 68 pays. Donc ça continue à inclure de nouveaux pays.
Maintenant, qu'est-ce qu'on récolte dans chacune de ces enquêtes-là? Je vous en ai listé 12. Qu'est-ce qu'on va chercher comme information à l'intérieur de ces enquêtes? Alors, si on regarde, j'espère que vous arrivez à lire, que ce n'est pas trop petit. Si on regarde PISA, j'ai pris seulement les derniers de chaque. PISA 2009, on s'intéresse à la lecture, mathématiques et sciences. À chaque fois, ce sont les 3 disciplines qui sont évaluées. Ma petite étoile ici signifie quelle est la matière à laquelle on donne une importance particulière. Donc en 2009, on donnait une importance particulière à la lecture. En 2006, on donnait une importance particulière aux sciences, si ma mémoire est bonne, ou mathématiques et sciences. Donc on a des tests qui vont chercher des informations sur le rendement des élèves, autant en lecture qu'en mathématiques et en sciences, selon une certaine organisation, une certaine structure. Je vous ai dit, ce sont des évaluations qui s'inscrivent dans des enquêtes à grande échelle. L'enquête, elle est ici. Donc il y a des questionnaires contextuels qui peuvent varier d'un programme à un autre, mais vous voyez que dans le cas de PISA, l'élève remplit un questionnaire, ses parents remplissent un questionnaire, l'école, en tout cas en la personne du directeur d'école, remplit un questionnaire. Et dans certains cas, ici c'était optionnel, c'est-à-dire que tous les élèves n'ont pas rempli le questionnaire, on posait un autre questionnaire à l'élève en lien avec l'utilisation des technologies, son cheminement scolaire et ses habitudes de lecture. Par exemple, la fréquence à laquelle il lisait certaines choses, etc. Donc on a quand même la possibilité d'aller chercher un nombre d'informations importants, autant sur l'élève lui-même que sur le contexte scolaire dans lequel il évolue, que sur la famille et le milieu socio-économique dans lequel il évolue. C'est ça la grande force des bases de données de ces enquêtes-là, c'est la possibilité de faire des liens entre tout ça. Au niveau des méthodes de passation, pour le moment, on est encore très ancré, très attaché au papier-crayon, mais PISA, il y a toute une partie des élèves qui ont passé les épreuves sur ordinateur. La majorité était encore en 2009 au papier-crayon, mais il y a une volonté de se déplacer vers le testing en ligne. Si on regarde les autres, c'est à peu près la même idée. Le PIRLS, le TIMSS, ça fonctionne de la même manière. L'un vise la lecture, l'autre les mathématiques et sciences. Donc vous voyez que si dans PISA tout est regroupé, pour ces deux-là, c'est séparé dans deux enquêtes différentes qui n'ont pas lieu la même année. Dans les deux cas, on va chercher les parents. Les parents, on va les chercher dans PIRLS, pas dans le TIMSS, mais en gros, l'élève, les parents, l'enseignant, l'école, tout l'environnement finalement de l'élève est visé avec l'idée dans les bases de données de faire le lien entre tout. Si on regarde l'ICCS, donc ici qui est le dernier programme en date qui s'intéresse aux compétences civiques, là aussi, on va chercher des informations sur le contexte dans le pays, dans l'école, l'enseignant, les étudiants. Tout ceux-là sont papier-crayon. Le PASEC, le PASEC et le SACMEC, finalement, qui sont les deux programmes qui s'intéressent à l'Afrique. On a le français et mathématiques dans un cas, la lecture et mathématiques dans l'autre. Les appellations sont un peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi dans certains cas des tests, puis vous pourrez confirmer ou infirmer, mais dans la langue parlée. Donc c'est assez intéressant de voir la volonté d'intégrer ça dans ces grandes enquêtes-là. Je trouve que c'est vraiment important, puis c'est une particularité de ces programmes. Là encore, on s'intéresse à l'élève et à l'environnement de l'élève. On a le PPCE, donc, qui est le programme pan-canadien. Là encore, on est dans lecture, mathématiques et sciences. Et on a encore des questionnaires contextuels. Et puis le PIAC, qui est le dernier en date, qui s'adresse aux adultes. Donc vous voyez qu'ici, les compétences ou les contenus visés sont déclinés de façon un peu différente parce qu'on n'est pas dans un contexte d'école, on est dans un contexte d'adulte dans la société. Aptitude au calcul, de la numératie, de la littératie, de la lecture de base, résolution de problèmes à l'aide des technologies. Donc c'est vraiment organisé de façon, dans un langage, je dirais, qui est un petit peu différent de ce qu'on voit dans PISA, par exemple, où on parle de mathématiques, de lecture. Oui? J'ai juste une question par rapport aux examens ou aux tests qui s'adressent aux adultes. Oui. Ces gens-là sont choisis comment? C'est des adultes comme nous là, qui sommes
Oui. C'est envoyé par la poste, une lettre. Comment ça fonctionne exactement? Il y a un échantillonnage qui est fait comme dans tous les autres. C'est vraiment un échantillonnage qui est fait, puis on est sélectionné pour le faire. En détail, je ne suis pas allée regarder en détail, mais c'est un échantillonnage stratifié. On va chercher des participants selon une méthode échantillonnale complexe. Okay. C'est la même idée. Comment on est convoqué pour le faire, honnêtement, j'en sais rien, mais je suppose que c'est par courrier. J'imagine. OK, parfait, merci. Parce que c'est tout des passations qui sont papier-crayon, donc je pense que c'est vraiment par courrier. Puis évidemment, avec toujours la possibilité de refuser. On s'entend que quand on est sollicité pour un sondage, on a éventuellement la possibilité. L'idée est quand même de perdre personne. Dans les grands programmes comme PISA, par exemple, c'est sûr qu'un pays doit... a un devoir de présenter, mettons, 150 écoles, environ 3000 élèves. Il y a vraiment une responsabilité des pays qui veulent participer à ces enquêtes-là. Pour les individus, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas la structure de l'école pour encadrer ça. Donc, ça doit être un petit peu différent. Oui. Moi, ma question va tenir beaucoup plus sur... Moi, ma question va porter sur... je vois que PISA prédomine là, sur les autres. Oui. Est-ce que ça tient à la géographie ou bien ils ont plus de moyens ou bien c'est la qualité des experts qui travaillent sur ce programme qui fait que finalement ils sont beaucoup plus cités que les autres programmes? Par exemple, PISA... oui, c'est ça. C'est une bonne question. C'est sûr que PISA, je pense que c'est... La Rolls-Royce, en termes de moyens, ça brasse des sommes colossales. Il y a vraiment une équipe énorme qui est derrière. C'est celle qui a, si on regarde mon graphique de tout à l'heure, c'est quand même celle qui a le plus de pays. Mais bon, pour les deux autres, ici, c'est à peu près l'équivalent. Elles sont, je ne sais pas si PISA est plus citée. PISA est plus connue du grand public. Mais pourquoi PISA est plus connue du grand public ? Parce que dès que le rapport PISA sort, ben ça fait les grands titres des journaux. Donc, ils ont une meilleure publicité. Il y a une grosse médiatisation des résultats qui est, à mon avis, moins importante, par exemple, pour le PPCE, pour Teams, pour le PIAS. Donc, dans le cadre d'un travail de mémoire, là, oui. Est-ce qu'il serait plus intéressant de citer PISA que les autres? Non. Non, parfait. C'est bon. Non, parce qu'un chercheur se doit de savoir qu'il en existe de nombreux, donc il faut citer ceux qui sont pertinents par rapport à ce qu'on fait. Par rapport à l'information qu'on veut aller chercher. C'est beau. Mais PISA, c'est vraiment ce qui est le plus médiatisé. Et avec certaines conséquences importantes, j'en parlerai éventuellement plus loin, mais PISA, on sait par exemple qu'en 2000, je ne sais plus, c'est 2003, je pense que c'est 2003, l'Allemagne a entièrement revu son système éducatif à la suite des résultats de PISA parce qu'ils étaient très mal classés. Donc il y a des implications énormes. Donc c'est le genre de nouvelles qui sont publicisées beaucoup dans les médias. On a moins entendu parler du fait que, par exemple, dans le PPCE, les élèves en sciences ont été au Québec un peu moins forts la dernière fois, en 2007, et qu'il y avait des inquiétudes par rapport à ça. Il y a différentes personnes qui travaillent sur ces problématiques-là, mais on les voit moins à la une des journaux. Alors que PISA, on le voit. Quand le rapport PISA sort, ça sort dans les journaux, on le voit. Alors il faut s'y intéresser peut-être pour le regarder, mais c'est là. Ça répond à la question ? Oui. Oui. Que PISA est cité parce qu'il s'intéresse uniquement aux pays de l'OCDE, donc aux pays riches. Alors c'est pour ça que, en tout cas, c'est une de mes lectures. C'est pas vrai parce que le PIRLS et Teams s'intéressent aussi à des pays riches. Mais c'est sûr que c'est l'OCDE, donc avec toute la visibilité de l'OCDE. Mais ceci dit, PISA ne vise pas que des pays de l'OCDE, c'est à peu près moitié-moitié. Une moitié des pays font partie de l'OCDE et l'autre moitié sont d'autres pays non membres de l'OCDE. Mais c'est sûr qu'il y a la visibilité qui va avec la visibilité de l'organisme qui gère ça. C'est sûr qu'on entend moins parler des pays africains. Ça, c'est certain qu'on entend beaucoup moins parler des pays africains. Je souhaite savoir sur l'échantillon de PISA. Je vois par exemple dans les autres organismes, il prend les enseignants comme un échantillon. Oui. Mais PISA ne prend pas les enseignants. Et les enseignants, je pense, ils ont, un rôle considérable pour l'évaluation des programmes d'apprentissage, par exemple. Oui.
pourquoi les enseignants ne sont pas intégrés dans l'échantillon par rapport à d'autres organismes? Ce sont des choix méthodologiques pour lesquels je ne pourrais pas vous donner une raison. Il faudrait aller relire le cadre de référence complet. Mais a priori, effectivement, si je ne l'ai pas mis là, c'est qu'ils sont pas visés. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Oui, ce n'est pas des adultes, ils peuvent répondre par des questionnaires, mais ce n'est pas, comment dirais-je, l'information pertinente, on ne peut pas l'avoir à partir des élèves. Les parents, oui, ils sont des acteurs, plutôt, ça fait partie de la communauté éducative. Tout à fait. Mais ils sont secondaires. Par ailleurs, les enseignants, c'est-à-dire c'est les principaux informateurs, je dis. Vous avez raison, je vois qu'il n'est pas là. Je suis en train de me demander si dans mon copier-coller, les enseignants n'ont pas disparu parce que de mémoire, il me semble qu'il y a aussi un questionnaire PISA pour les enseignants. D'accord. Mais c'est ça. Donc je pense que c'est plus une erreur dans mon PowerPoint que... Il y a le directeur, c'est vrai, le directeur côté administratif, il peut répondre. Parce que moi, quand j'ai vu directeur, j'ai dit, directeur, c'était un responsable administratif. Mais côté évaluation des programmes, ça sera beaucoup les enseignants qui sont... C'est sûr que les enseignants sont essentiels. Les méthodes pédagogiques leur appartiennent, le contexte de la salle de classe leur appartient. Ceci dit, le directeur est important parce que c'est lui qui sait quelles sont les ressources éducatives qu'il a en main. C'est lui qui sait quelle est la politique qu'il met en place dans son école. Est-ce qu'il y a, comment il gère les différentes ressources, comment il met en place une aide pour les élèves, par exemple, comment il interprète tous les encadrements légaux, ministériels pour les mettre en pratique. D'une école à l'autre, ça peut changer. Donc c'est sûr que d'un point de vue contextuel, l'idéal, c'est d'avoir le plus possible d'informations qui encadrent l'élève. Pour l'enseignant, je ne l'ai pas mis dans mon tableau, mais j'ai l'impression que c'est bizarre qu'il ne soit pas là. Je vérifierai. Le directeur, même l'information, je pense qu'elle a besoin d'être confirmée par l'enseignant, c'est-à-dire la collaboration. Ah oui, c'est certain. Le directeur peut avoir une vision très idéaliste de ce qu'il fait dans son école. Et si on interroge l'enseignant, il va dire « mais non, c'est pas du tout ça et c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Je suis bien d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en général, quand on utilise les données de ces enquêtes-là, on ne s'intéresse pas juste à une école, on s'intéresse à un grand nombre d'écoles. Donc on veut avoir des variables qui vont nous permettre de faire la différence entre différents milieux. Donc c'est sûr qu'on en a une très grande quantité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu en main des données, des bases de données PISA. C'est ce que j'utilise dans mes cours en méthode quantitative. Puis c'est gros, hein, Souleymane, c'est quand même assez gros. Donc, et c'était juste un extrait parce que moi, je n'avais pas pris la totalité. Donc c'est sûr qu'il y a... Ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment la quantité, la très très grande quantité d'informations qui sont disponibles pour pouvoir aller voir dans quelle mesure la manière de s'en sortir dans les tests, dans les épreuves en maths, en lecture, en sciences des élèves peut être mis en relation avec tout un tas d'éléments qui sont contextuels au sens large du terme parce qu'on va jusque dans la maison. Ça va ? Vous voyez qu'au niveau, par exemple, du PIAC ici, c'est sûr qu'il y a juste les participants qui nous intéressent. Pour revenir ici, c'est sûr qu'ici, ils ne sont plus à l'école, donc ils sont les seules personnes auxquelles on peut poser un certain nombre de questions. Donc il y a effectivement l'utilisation d'un questionnaire, mais il y a aussi une approche un peu plus qualitative qui permet de rencontrer ces individus-là. Donc une quantité de données, je dirais, impressionnante avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Je ne dis pas non plus que c'est magique, je reviendrai sur les limites après de tout ça, mais une disponibilité, je dirais, d'informations importantes. Un point peut-être à ajouter par rapport à ça aussi, c'est que dans certains cas, les données, les bases de données, les questionnaires sont très faciles à aller chercher. C'est le cas de PISA. Vous tapez ça dans Google et vous allez trouver la page qui vous dirige vers télécharger le questionnaire, télécharger les données. D'un point de vue technologique, au niveau des données, il faut s'y connaître un petit peu pour être capable de les intégrer dans son ordi, dans un logiciel avec lequel on veut travailler, mais ça se fait très très bien. D'autres sont plus frileux, je dirais, à partager. Par exemple, le PPCE, c'est très très difficile d'avoir les données. Dans certains cas, on a accès aux données si on monte patte blanche, c'est-à-dire si on dit voilà, mon projet de recherche c'est ça, est-ce que vous acceptez qu'avec les données, je travaille et je fasse telle chose? Et puis à ce moment-là, ça passe devant un comité qui décide si on nous donne oui ou non accès aux données. Donc les politiques sont relativement différentes d'un domaine à l'autre.
les deux bases de données africaines, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais elles ne sont pas disponibles en ligne de toute façon. Mais ça doit être possible comme chercheur d'aller les chercher pour autant qu'on ait une problématique à adresser qui est intéressante. Moi, j'ai le rapport PASEC pour le Sénégal 2008. Là, mais les rapports, mais les données. Les rapports sont là, je les ai trouvés, les rapports. Mais les données, ce n'est pas si évident que ça. Donc c'est un peu inégal. Ceci dit, quand on est un chercheur et qu'on s'intéresse à ça, en général, on est capable de se débrouiller. Parfois, avec plus de facilité que d'autres. Mais ce qui explique aussi pourquoi il y a tant de recherches qui sont faites avec les données PISA. Les données PISA, les données PIRLS, les données TIMSS, elles sont très faciles à aller chercher. Donc c'est aussi une question de, je dirais, de pragmatisme et puis de facilité d'utilisation. Ça va pour ça. Donc maintenant, ces programmes, qu'est-ce qu'ils évaluent? Parce que c'est quand même d'évaluation qu'on parle ici. Donc ici, je vais vous parler des objectifs, de leur cadre de référence, du processus de validation relativement rapidement, mais au moins, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis je vais vous montrer des exemples de questions. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est pareil, avoir accès aux questions posées aux élèves, c'est pas facile. Avoir les réponses à chacune des questions dans le test en mathématiques, ça, c'est pas facile. Avoir le rendement général en mathématiques, ça, oui, c'est disponible. Mais par rapport à chacune des questions, c'est beaucoup plus complexe, parce que les questions sont, je dirais, bien gardées. Elles sont certaines, vous le verrez tout à l'heure, sont réutilisées d'année en année, ce qui signifie qu'on ne peut pas les laisser se promener en toute liberté dans la nature et être accessibles à tous. Donc il y a un certain protectionnisme, je dirais, par rapport aux questions. Donc c'est assez difficile de vous montrer des questions. Mais dans les cadres de référence, il y a des exemples, puis vous allez voir, j'ai quelques exemples à vous montrer. Alors les objectifs généraux, tout à l'heure je vous disais, l'enseignant dans sa salle de classe, ce qu'il veut, c'est évaluer ses élèves. Point. De manière différente, pour des visées différentes, dans une perspective qui lui est propre à un moment donné, mais c'est ça le but du jeu. Dans le cas des enquêtes à grande échelle, bon, je ne les ai pas toutes mises ici, mais vous avez ici les objectifs annoncés dans les cadres de référence. Donc si vous regardez PISA, évaluer les connaissances, habiletés, compétences des élèves de 15 ans qui leur seront utiles dans leur vie d'adulte. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'on s'écarte un peu éventuellement des curriculums, enfin en tout cas on le dit, de manière à voir plus comment ce que les enfants apprennent à l'école peut leur servir dans la vraie vie. C'est ça l'idée. En même temps, ce n'est pas si évident que ça à évaluer, mais c'est ça l'idée, en tout cas c'est ce qui est annoncé, c'est l'objectif annoncé, utile dans leur vie d'adulte. Donc on prétend, en tout cas, faire des épreuves évaluatives qui permettent de voir dans quelle mesure ils vont être habiles avec ces notions-là dans leur vie. Pour le PIAC, ce qu'on veut, c'est mesurer les niveaux de compétences des adultes afin de vérifier s'ils sont ou non bien préparés aux défis de la société actuelle. Donc ici, on est vraiment au niveau des adultes et on est vraiment au niveau de voir finalement si la personne est capable de s'intégrer, est capable de travailler, est capable de mener, disons, une vie normale, même si le terme n'est pas vraiment le bon, mais s'intégrer à la société, donc de voir au fond les aptitudes, les connaissances, les compétences qu'il devrait avoir pour que ça fonctionne correctement. Dans le cas de TIMSS et PIRLS, fournir une information de qualité sur le rendement des élèves, vous voyez l'idée d'information de qualité, dans divers contextes et sur son évolution dans le temps. Donc il y a aussi, dans le cas de ces deux programmes-là, annoncé dans les objectifs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent dans d'autres, dans PISA ça l'est aussi, mais ce n'est pas annoncé comme tel. C'est qu'il y a l'idée de l'évolution. On veut voir comment l'élève évolue au fil du temps. Donc on se donne les moyens pour pouvoir faire ça. On évalue par exemple en même temps les élèves en 4e et en 8e année. D'une passation à l'autre, on réutilise certaines questions, mais ça c'est vrai pour PISA aussi, qui sont des questions de référence et on peut voir comment ces questions-là ont évolué au fil du temps. Donc ça permet de voir si effectivement la croyance populaire qui dit que les élèves ne savent plus rien à l'école, ben ça permettrait éventuellement d'aller le regarder. C'était pour rire, hein, c'était juste une plaisanterie. L'ICCS annonce étudier le niveau de préparation des élèves de 14 ans à assumer leur rôle de citoyen. Donc là, on est dans le domaine de l'éducation physique. Ça rappelle un peu l'idée d'évaluer les adultes, c'est de voir l'insertion, puis comment ils vont pouvoir jouer leur rôle de citoyen. Donc vous voyez qu'on est très très loin de l'enseignant dans sa salle de classe qui veut voir l'habileté des élèves en mathématiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, je dirais que les programmes africains sont ceux qui nous donnent le plus l'heure juste, parce qu'eux, ils annoncent
évaluer la qualité du système éducatif, puis fournir des balises, voir ce qui marche, puis essayer de l'implanter ailleurs pour que ça aille mieux ailleurs. Donc je dirais que je trouve que quelque part, tout le monde veut faire ça. Mais ce n'est pas annoncé de la même manière. Je trouve que ça, c'est plus honnête d'une certaine façon. Dans le sens où quand même, on s'entend que d'aller voir dans quelle mesure les niveaux de compétences sont prêts à préparer, enfin permettre de voir si les gens sont préparés, élèves ou adultes, à mener leur vie de citoyen, c'est bien voir si le système éducatif les y a préparés correctement. Donc le vocabulaire est un peu différent, mais finalement, en bout de ligne, tout le monde veut voir la même chose. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? D'où le fameux palmarès des pays dans PISA. Est-ce que dans tel pays, c'est mieux? D'où tout ce qu'on entend sur la Finlande, qui se classe comme premier pays, puis on devrait tous faire comme eux. Oui, on n'a rien à voir avec eux, on ne vit pas au même endroit, notre culture n'est pas la même, notre société n'est pas la même, mais on voudrait implanter ce qu'ils font parce qu'on pense qu'avec ça, on serait meilleur. Il y a toujours cette idée de compétition qui est derrière. Mais en bout de ligne, c'est quand même à ça que PISA mène. En tout cas, la partie émergée de l'iceberg, c'est clairement celle-là. Donc au fond, dans tous les cas, à mon avis, derrière tout ce qui est écrit ici, c'est vraiment l'idée d'aller étudier la qualité du système. Oui. Oui. Que j'anticipe, je sais pas. Mais quand PISA annonce l'objectif d'évaluer les connaissances, les compétences des élèves de 15 ans, qui leur seront utiles dans leur vie d'adulte. Donc, je prends la compétence en lecture. Oui. Puis que dans certains pays ou dans certains programmes, à l'âge de 14 ans, 15 ans, on étudie beaucoup la comtesse de Ségur. Et puis qui va passer un questionnaire de PISA. Est-ce que c'est pas biaisé? Est-ce que... Biaisé dans quel sens? Dans quel sens? Parce que la comtesse de Ségur, on est dans le contexte d'un texte littéraire, dans l'interprétation, la recherche du sens est beaucoup plus difficile. On s'entend qu'un texte courant d'explication, des choses comme ça. Donc je me pose la question entre l'objectif annoncé et ce qui est enseigné dans ces pays-là, ou du moins dans les programmes scolaires, il y a comme, à mon sens, là, un décalage. C'est peut-être ce qui explique que certains pays sont moins performants que d'autres. C'est-à-dire que dans certains cas, enfin c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la réponse à la question, mais c'est clair que si on regarde le palmarès des pays et l'ordre dans lequel les pays se classent, je regarde la France qui est toujours à peu près relativement mal placée. Ça change, mais par le passé, l'argument qui était souvent annoncé, c'était de dire oui, mais nous, on ne prépare pas nos élèves à faire ça. Je résume rapidement, là, mais c'est ça qu'ils disaient. Les élèves français ne sont pas habitués à passer ce genre d'épreuve. Ce n'est pas fait pour nous, c'est pour ça qu'on n'est pas bon. C'est un argument comme un autre. L'argument a changé. Je crois que le ton a changé et que les choses ont changé depuis un certain nombre d'années. Mais à une certaine époque, c'est ça qu'on entendait. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut amener ça. Si dans un système, on regarde beaucoup plus l'aspect littéraire, peut-être qu'effectivement, les élèves sont relativement peu préparés à ce genre d'épreuve et que le biais qui peut arriver, c'est qu'effectivement, du coup, ils soient moins performants que d'autres qui sont plus habitués. On est tous d'accord, je pense, ici, pour dire qu'en Amérique du Nord, les élèves sont beaucoup plus préparés à passer ce genre d'épreuve que des élèves européens, notamment français, mais c'est valable pour d'autres aussi. Donc c'est vrai que ça peut créer un certain biais. Mais l'idée, puis j'ai des questions tout à l'heure en français justement de PISA, on peut les regarder. En même temps, d'étudier la comtesse de Ségur, à mon avis, n'a pas d'impact majeur sur le fait de lire un texte, puis de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, puis de répondre à des questions qu'on me pose. Même si effectivement, il peut y avoir un décalage. On va voir les questions. Ben, on pourra revenir là-dessus quand on verra les questions. Ça va pour ça? Je continue? Alors, les cadres de référence... C'est moi qui fais ça? OK. Ah oui? OK. Bon. Je continue? Donc, ici, dans cette diapo, j'ai essayé de vous faire un résumé rapide, parce qu'on s'entend que ces documents-là s'étalent sur des centaines et des centaines de pages, mais de voir ce que c'est que le cadre de référence d'une enquête, enfin d'une enquête à grande échelle, qui inclut à la fois les questionnaires contextuels et puis les épreuves évaluatives. D'abord, le premier point important, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avant les années 90, il existait des programmes d'enquête à grande échelle, mais qu'ils étaient plus faits... disons qu'ils étaient faits de manière un peu moins organisée, c'est-à-dire que c'était les débuts probablement, et puis qu'on avait moins
des balises strictes à suivre. Depuis les années 90, c'est systématique. Toutes les enquêtes à grande échelle, quelles qu'elles soient, toutes celles dont je vous ai parlé, si vous tapez le nom de l'enquête dans Google, vous allez, cadre de référence, vous allez être capable d'aller trouver le cadre de référence. Dans certains cas, les documents sont plus complets que d'autres. C'est sûr que les plus grandes enquêtes, la documentation est très complète. Vous avez carrément le document que vous téléchargez en PDF, puis vous avez vraiment accès à la totalité de l'information. Pour les enquêtes africaines, c'est un peu moins évident, mais l'information est là, même si elle est peut-être un peu dispersée, puis parfois un peu plus difficile à trouver. Mais toutes les enquêtes ont ce document. Donc quand on regarde ce document et qu'on s'intéresse à ça, on a à peu près toutes les informations qu'on veut sur à peu près toute la démarche et tout ce qui est fait avec ça. Par la suite, une fois que les données sont récoltées, on a les rapports. Alors, il y a le rapport, par exemple, pour PISA de l'OCDE qui ramasse l'ensemble de toutes les données et puis qui fait état de toutes les analyses qui ont été faites avec ça. Et puis, il y a tous les rapports annexes. Statistique Canada propose des rapports, chaque pays propose des rapports où finalement on fait une enquête nationale dans laquelle souvent on se compare aux autres pays, mais on regarde plus précisément chez nous ce qu'il se passe et comment ça fonctionne. Mais donc tout ça, c'est dans l'ordre des rapports. Ici, je vous parle des documents qui cadrent, qui disent exactement comment les choses sont faites. Alors, que précise ce document qui est le cadre de référence ? Il précise d'abord l'objet d'évaluation. Je vous rappelle, ici, ce qui m'intéresse essentiellement, je ne parlerai pas des questionnaires contextuels, ce qui m'intéresse, c'est l'évaluation. L'objet d'évaluation, comment il est défini. Je peux définir la lecture de plusieurs façons. Je peux définir les compétences en mathématiques de plusieurs façons. Donc, qu'est-ce qui a été choisi ? En général, il y a un argumentaire qui soutient le choix et pourquoi on a choisi ça. Le modèle théorique, finalement, qui est retenu. Ensuite, on a une certaine structure de domaine, les aspects des compétences, les contenus, les différentes dimensions. Je vous donnerai des exemples après. Différentes Il n'y a pas un... Ouais, ça ne marche pas. Donc, les différentes dimensions qui sont à l'intérieur et qui finalement supportent toute la procédure évaluative. Ensuite, on a finalement, qui aboutissent au tableau de spécification, qui aboutissent aux modalités d'évaluation, quel type de questions on va poser. Il faut penser qu'on va avoir à corriger probablement plusieurs centaines, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de copies. Donc, il faut voir aussi que quand même ce soit gérable. Donc, les types de tâches, les types de questions, est-ce qu'on fait ça de manière informatique? Est-ce qu'on le fait de façon papier? Est-ce qu'on a les deux modalités? Ce qui est le cas à l'occasion. Le tableau de spécification, donc toutes les questions en lien avec la manière de définir le contenu qui est évalué. Et puis, ce dont j'ai peu parlé pour l'instant, je vais y revenir, un plan d'évaluation. Dans la plupart de ces enquêtes-là, tous les élèves ne passent pas toutes les questions. C'est-à-dire qu'il y a, je vous montrerai tout à l'heure grosso modo à quoi ça ressemble, mais il y a beaucoup de questions, mais tous les élèves ne passent pas forcément les mêmes questions. Donc il y a plusieurs livrets. Donc si tous ici on passait PISA, il y a fort à parier qu'on n'aurait pas tous les mêmes questions. Ce qui pose d'autres problèmes. Il y a un intérêt parce que ça permet de ratisser plus large au niveau des questions qu'on peut poser. Et puis il y a tout un mode, je dirais, psychométrique derrière qui permet quand même de mettre tous les élèves sur la même échelle à la fin pour étudier leur habileté. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que je passe PISA et que quelqu'un d'autre l'a passé qu'on a eu les mêmes questions et qu'on a répondu aux mêmes choses. Les questionnaires contextuels, oui, mais pas forcément les items en maths, en sciences et en lecture. Et puis, une méthode pour interpréter les résultats. C'est sûr qu'une fois qu'on a les scores, qu'on a obtenu les bonnes et les mauvaises réponses aux différentes questions, certaines questions codent pour 1 point ou 0 point, d'autres ont des codes partiels. Si tout le monde n'a pas passé les mêmes questions, ça ne peut pas forcément être le nombre de points qui permet de savoir quel est le score des uns par rapport aux autres. Donc il y a toute une méthode qui doit être utilisée ici. La dernière fois, je vous avais parlé de la théorie de réponse aux items. Je pense dans la totalité même des enquêtes à grande échelle, ce qui est utilisé, c'est la théorie de réponse aux items pour justement calibrer les questions et puis estimer l'habileté de chacun des élèves par rapport à la même échelle, indépendamment des questions auxquelles il a répondu. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, ça sert de base ensuite à la création des items. Donc tout à l'heure, je vous disais que c'était un processus géré par des experts en quantité importante, itératif, parce que
la différence, tout à l'heure, j'ai utilisé les termes de épreuve et test. Une épreuve, c'est un outil que j'utilise pour évaluer. Si j'utilise le mot test, ça veut dire qu'il a été validé. Donc il y a un processus de validation qui est derrière. On parle de tests en psychologie parce que ce sont des tests qui ont été validés et calibrés. Donc quand on utilise le terme de test, c'est parce qu'il y a un processus de validation et de calibration qui est derrière. Alors c'est vrai que dans le langage courant, souvent on saute de l'un à l'autre, mais du point de vue du puriste, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc quand on est dans des cas d'enquête à grande échelle, normalement, ça a été validé et donc on peut parler de test. Donc il y a un développement. Alors là se pose tout un tas d'autres questions. PISA, 65 pays, 68 pays en 2012. Probablement un certain nombre de langues, un certain nombre de cultures fort différentes. Ça veut dire tout un travail à faire, au-delà de la traduction qu'on fait à la fin, mais tout un travail de s'assurer qu'il n'y a pas de biais culturel dans les questions qui sont posées, que les traductions sont acceptablement, ou en tout cas raisonnablement fidèles. Donc quand on le fait dans 2 langues, ça nous paraît déjà compliqué, mais là, je ne sais pas combien de langues on parle, mais on parle de plusieurs langues. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Donc en fait, j'ai résumé très très rapidement ici, mais c'est sûr qu'il y a un niveau local. Si je ne sais pas moi, le Canada, le Japon, etc., sont des pays qui sont dans le même procédé d'évaluation, dans la même enquête, ben, il faut qu'il y ait des questions qui aient été produites localement par ces différents pays-là pour justement s'intéresser aux différentes cultures, s'assurer que finalement il y a une espèce de parité. Ça veut dire aussi qu'après ça, il faut aller les tester dans les autres pays pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc vous imaginez le travail de fourmi que c'est que d'organiser ça. Alors c'est sûr qu'au fil du temps, les personnes qui gèrent ça développent des méthodes de travail, puis que ça roule certainement mieux en 2012 que ça ne roulait en 1990, mais ceci dit, il y a tout ça derrière. Oui. Dans l'élaboration du questionnaire, oui. Est-ce que, bon, il y a une certaine universalité du langage, que ce soit le langage littéraire ou scientifique. À quel niveau l'aspect culturel va intervenir sur la fiabilité des tests? Justement, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de biais culturel dans les questions. Parce que il faut que les questions soient opérationnelles dans tous les contextes. Donc justement, il faut s'assurer d'éliminer les éventuels biais culturels, ce qui n'est pas forcément évident au niveau local, au niveau 0.0 d'élaboration des questions. C'est sûr que tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un guide d'élaboration des items qui est proposé par les experts. Je ne l'ai jamais eu en main, je ne peux pas vous en parler en détail, mais j'ai une bonne idée qu'à l'intérieur, justement, il y a des consignes très strictes par rapport à des choses comme celle-là. Vous remarquerez aussi les disciplines, lecture, mathématiques, sciences. Mathématiques et sciences, il y a quand même une certaine universalité du langage et du type de problématiques qu'on adresse dans ces 2 disciplines. En lecture, ça peut être un peu plus difficile, les auteurs sont un peu différents, mais en même temps, on s'adresse, on n'est pas vraiment de l'ordre du littéraire, on est plus de l'ordre de la lecture, donc c'est pas la même compétence, c'est pas la même chose, on va voir tout à l'heure. Mais il faut s'assurer d'éliminer les biais culturels. C'est sûr que si une question ne fonctionne pas dans un pays pour une raison quelconque, j'ai aucun exemple qui me vient en tête, ben cette question-là, c'est sûr qu'elle ne sera pas gardée, que quelque part, très probablement, très rapidement dans le processus, elle va être éliminée. Peut-être aussi que moi, ce qui me vient à l'idée, peut-être qu'avant de faire passer les tests, peut-être qu'il y a une phase où les experts valident leur questionnaire au niveau des États avant. Des experts et des élèves. Oui, faire une première phase de validation. Il y a plusieurs phases de validation. Avant de passer réellement au test. C'est ça. L'idée ici, c'est vraiment qu'il y a un processus qui est vraiment itératif de validation. Ce qui fait que ce qui va ressortir à la fin de tout ce processus, qui prend du temps, de l'énergie, de l'argent évidemment, c'est le substrat, c'est-à-dire ce qui correspond aux attentes, qui est
autant que possible, la certitude dans ce domaine-là est probablement pas possible, mais autant que possible, exemple de biais culturels, exemple de problèmes de traduction. Ceci dit, c'est souvent dans les analyses a posteriori qu'on va voir qu'il y a une question qui peut-être dans un pays ne fonctionnait pas. Donc on en tiendra compte, puis la fois d'après, on essaiera d'arranger le problème. C'est jamais fini, comme la plupart des choses qu'on fait en éducation, en sciences humaines en général. Mais c'est bon ? Oui. Moi, j'ai remarqué que... Ok, c'est bon. Sur le plan du langage, en fait, de tous les jours, je donne mon exemple. Lorsque j'ai entendu ici les gens dire, dans un contexte donné, c'est écœurant, moi, je l'avais compris que c'est négatif. Alors oui. ici... Moi aussi, c'est ça que je comprends. Oui, parce que c'est le système français. Donc, un élève qui tombe sur je sais pas moi, le mot écœurant, pour pouvoir l'interpréter de différentes manières. Okay, ça n'aurait pas sa place dans une question, dans une enquête. Juste un exemple, oui. Okay, pour vous dire que ça peut... il peut y avoir un glissement de sens. Il y a une vigilance importante qui doit être mise... Juste pour donner un exemple. Donc, de ne pas utiliser justement des termes qui ont je dirais des sens locaux différents dans des différents endroits. Ça doit être éliminé. C'est un exemple. Il y en a certainement 1000 autres, mais c'est vraiment important de ne pas avoir ça. Il faut que ce soit très... aseptisé d'une certaine façon. Donc je passe là-dessus, mais c'est vraiment important. On voit pourquoi, d'ailleurs, ça vous fait réagir. C'est sûr que c'est vraiment important. Si je veux comparer le niveau de rendement d'un élève en Suisse, d'un élève au Québec, puis d'un élève, je ne sais pas moi, en Turquie, ben c'est sûr qu'il faut que je m'assure que les questions que je leur ai posées à tous aient été les mêmes questions, c'est-à-dire qu'elles aient fonctionné de la même manière avec tout le monde. Donc il y a tout un travail en amont pour arriver justement à avoir des tests qui ont cette qualité-là. Et si les tests n'ont pas cette qualité-là, ben, tout l'édifice s'écroule. On s'entend que tout ce qu'on va faire après n'aura à peu près plus de valeur scientifique. Donc en gros, ici, vous avez la démarche. Maintenant, si on regarde étape par étape, j'ai un certain nombre de choses à vous montrer par rapport à ça. Le premier morceau, c'était de définir l'objet d'évaluation. Je vais retrouver ma souris. Qu'est-ce qu'on évalue ? Quelles sont les manières de définir les objets qu'on évalue ? On a dit, en général, on évalue la lecture, en général, pratiquement toujours, sauf l'éducation civique, mais j'y reviendrai pas, la lecture, les mathématiques, les sciences. D'abord, le choix de ces matières-là n'est pas anodin. Ce sont les disciplines, je dirais, centrales au curriculum, incontournables, et je dirais enseigner partout, et enseigner partout peut-être pas de la même manière, mais en tout cas à peu près, je dirais à peu près de la même manière. On fait des mathématiques dans tous les pays, puis il y a un certain nombre je ne sais pas moi, si on pense au calcul, mais ça peut se faire de façon un peu différente à différents endroits, mais en bout de ligne, c'est quand même toujours la même chose. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, d'avoir de l'histoire dans une enquête comme celle-là. Parce que d'un endroit à un autre, les programmes d'histoire sont très, très, très différents, quand même attachés au vécu local, en tout cas on peut l'espérer. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique, ceci dit. Ça a changé, je pense, mais on enseignait l'histoire de France en Afrique pendant bien longtemps. Mais on n'imaginerait pas pouvoir faire des enquêtes comme celle-là à grande échelle avec des disciplines comme celle-là. Géographie, histoire, ça pourrait peut-être fonctionner, mais avec des difficultés plus grandes que celles qu'on a pour les disciplines qui sont choisies. Ça, c'est le premier point. Alors, si vous avez ici, pour 2 programmes, ici PISA et le PIRLS, la manière dont la lecture est définie dans les cadres de référence. Donc déjà, la première chose que vous pourrez regarder par rapport à ça, c'est que dans certains cas, on a 2 dimensions qui sont proposées, dans d'autres cas, on a 3 dimensions. Vous avez dû parler à un moment donné des tableaux de spécification des tests. Habituellement, on a 2 dimensions. Si on fait référence, par exemple, à la taxonomie de Bloom, on a une dimension qui est liée au contenu, puis une dimension qui est liée au processus cognitif qui est utilisé. Mais vous voyez qu'ici, dans le cadre des cadres de référence, dans les cadres de référence des enquêtes, on a toujours, dans le cas, en tout cas en lecture, on a au moins 2 dimensions, mais dans certains cas, on en a plus que 2. Si vous regardez ici dans PISA, on a une première dimension qui fait référence au format du texte. Est-ce qu'on a un texte qui est continu ou pas ?
Est-ce que c'est de la prose, un texte narratif, un texte argumentatif? Est-ce qu'il est imprimé ou électronique? Donc il y a différentes modalités de présenter le format du texte qui est pris en considération dans les questions qui sont posées. Donc en lecture, on prend le soin de, je dirais, quand on pose une question ou quand on choisit un texte sur lequel on va poser des questions, de s'assurer de le classer par rapport à cette dimension-là. On a une deuxième dimension qui est de l'ordre des processus. Donc si vous les regardez ici, ils sont au nombre de 5. Identifier, extraire de l'information, avoir une compréhension générale d'un texte, interpréter le texte, réfléchir sur le contenu et réfléchir sur la forme. Réfléchir au sens de on s'éloigne éventuellement du texte. Donc vous voyez que vous en avez 5, je vais vous montrer des questions après. Et puis on a une troisième dimension qui est la situation dans laquelle on se met pour faire pour répondre aux questions, pour lire le texte et répondre aux questions. Donc est-ce qu'on parle d'une lettre, d'une nouvelle, d'un document officiel, d'un rapport, donc qui fait référence à différents finalement contextes, différentes situations. Dans le cas du PIRLS, on a juste 2 dimensions. Les processus, si vous regardez, ça se ressemble un peu. Identifier, extraire l'information, faire des afférences, interpréter, intégrer les informations, les idées, examiner, évaluer le contenu, le langage et les éléments contextuels. Le langage n'est pas le même, mais ça fait quand même beaucoup référence aux processus qui sont ici. La deuxième dimension, par contre, n'est pas du tout, ni par rapport au format, ni par rapport à la situation, enfin, pas du tout, mais est exprimée, disons, de façon différente. On a 2 intentions de lecture possibles. Acquérir une expérience littéraire ou s'approprier et utiliser des informations. Donc on voit que la perspective n'est pas tout à fait la même. On va classer les textes et les questions qui sont posées d'une manière différente dans PISA et dans le PIRLS. Pourtant, dans les 2 cas, on parle de lecture. Je vous propose un exemple ici qui est tiré de PISA. Je suis désolée, c'est en anglais, je n'ai pas pris le temps de traduire. Donc si je reviens à ce que j'avais mis ici, au niveau des processus, vous retrouvez les processus ici. Donc on a 2 catégories. Donc on a utilisé le contenu du texte et puis aller au-delà du contenu du texte. On a retrouvé l'information directement, l'intégrer et l'interpréter, donc une compréhension large, une interprétation, qui était exactement ce que j'avais dans mon tableau de la page précédente. Et puis on a ensuite réfléchir et évaluer, donc aller au-delà du texte par rapport au contenu ou par rapport au format. Je vous propose dans les pages qui suivent, j'espère que ça va être à peu près lisible sur l'écran, mais il est relativement grand, un texte qui s'intitule « Le lac Tchad » auquel sont attachées, vous le voyez ici, 5 questions différentes. Donc ce qui est important, c'est de voir qu'on est capable, quand on étudie ces questions-là, de les rattacher au cadre de référence. Autrement dit, le cadre de référence dans PISA dit évaluer ça, on est capable, au moins pour les processus, de faire le lien entre chacune des questions et puis l'un ou l'autre des processus. Vous voyez également que chacune des questions ne vise qu'un processus à la fois, tel qu'on le fait habituellement dans un tableau de spécification. Alors bon, peu importe le contenu, on ne va pas s'amuser à lire et à répondre aux questions, c'est juste pour que vous voyez le format. On a sur la gauche ici un texte, vous voyez que le texte est relativement court, il n'y a pas beaucoup de lecture à faire. Ce qui est vraiment important dans le cadre de cet exemple-là, c'est qu'il y a 2 graphiques qui apportent chacun un certain nombre d'informations sur le lac Tchad. On a un texte qui explique un petit peu le contexte, les 2 graphiques, et on nous pose 5 questions, dont 3 sont des questions à choix multiples. Vous voyez qu'on a une première question, quelle est la profondeur du lac Tchad à présent? Donc qui nécessite de référer au graphique et d'aller faire une lecture du graphique. On a, vous voyez, 5 choix de réponse ici. Et puis, dans ces questions-là, ici, on a deux autres questions à choix multiples. Ici, vous voyez qu'il y a 4 choix de réponse. Donc, il y a certaines variations par rapport au type de questions qui sont posées. On a une question à réponse courte. Donc, à peu près en quelle année commence le graphique présenté par la figure 1, donc une interprétation du graphique. Et puis, une question à réponse un peu plus élaborée. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi de faire commencer le graphique à ce moment-là? Donc, l'élève doit aller au-delà du texte, au-delà de ce qui lui est présenté, puis interpréter certaines choses et proposer une interprétation. Donc, vous voyez qu'on a d'abord, le premier, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. La première chose, c'est que texte, on entend des choses qui peuvent être très différentes de la comtesse de Ségur. On s'entend que ça n'a rien à voir. Oui,
Et on voit toutes les dimensions ici. Bon, on ne prendra pas le temps d'analyser toutes les questions une par une, mais chacune des questions donc, fait référence, telle que je l'avais mis à ma diapo d'avant, à l'une ou l'autre des différentes dimensions, des différents processus identifiés dans le cadre de référence. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vous propose un deuxième exemple. À quelle heure on fait la pause, Michel-Joanne ? À 7 heures ? Quand on a terminé. OK. Deuxième exemple, un deuxième texte qui s'intitule « Le cadeau », auquel sont attachées 7 questions. Encore une fois, on est capable, sans trop de difficulté, puis j'ai fait l'exercice un peu plus à fond sur le deuxième exemple. Donc chacune des questions est en référence avec un seul processus. Certains processus font l'objet, comme vous le voyez ici et ici, de 2 questions. Et donc, on a un regroupement autour d'un texte qui est le cadeau. On ne peut pas le lire, peu importe, mais vous voyez qu'ici, on est dans le cadre d'un texte continu, plus dense que le précédent. Il n'y a pas de graphique, ce n'est pas du tout la même démarche. On est dans quelque chose de très différent. Maintenant, à quoi ressemblent les questions ? Si vous regardez au départ ici, on a 2 premières questions. Je ne les ai pas forcément proposées toutes dans l'ordre. Peut-être que oui. Mais on a 2 questions à choix multiples. Et là, j'avais fait l'exercice que de les attacher à un processus. Donc ici, c'est vraiment une compréhension générale, reconnaître l'élément déclencheur de l'histoire. Donc la première question vise ça. La deuxième question, qui est encore à choix multiples, vise à développer une interprétation, à identifier l'intention du personnage. Donc on a, pour ce faire, simplement une question à choix multiples. Si on regarde, on a une autre question à choix multiples ici sous la question 49 qui est identifier une information. L'information est explicite à l'intérieur du texte. Donc vous voyez qu'avec un même texte, on peut poser des questions qui sont vraiment à différents niveaux, mais qui vérifient la compétence en lecture de l'élève relativement aux processus qui ont été annoncés. Le tout est en cohérence. On a ici une question à réponse relativement longue. Pensez-vous que la dernière phrase du récit, etc., qui demande à l'élève de réfléchir sur la forme du texte, d'évaluer l'usage qui est fait par l'auteur d'une caractéristique particulière du texte. Donc ici, on est au niveau de la forme. Vous vous rappelez, l'un des éléments dans les processus était la forme. On a ensuite 2 autres questions qui sont toutes les 2 des questions où l'élève doit élaborer une réponse. La première lui demande de réfléchir encore une fois sur la forme du texte et de détecter les nuances de langage qui colorent l'interprétation. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même niveau que dans l'autre texte. Ça évalue vraiment des choses, même si ce sont les mêmes processus, les moyens utilisés, le texte utilisé et les questions qui sont posées sont relativement différents. D'où l'idée d'aller chercher des informations diverses pour avoir une estimation du niveau d'habileté de l'élève fiable et stable. La deuxième question ici demande de développer une interprétation, de faire une inférence sur les motivations d'un personnage. Donc vous voyez que l'élève doit avoir compris, en tout cas ma perception personnellement, c'est que l'élève doit vraiment avoir compris ce qu'il a lu pour être capable de répondre à chacune de ces questions-là. Beaucoup plus que dans mon exemple avec le lac Tchad juste avant, où finalement il regarde le graphique. Sans lire le texte, on est à peu près capable de répondre aux questions. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on devrait vraiment faire l'effort de lire le texte correctement, peut-être plusieurs fois, pour être capable de répondre. Et puis, 2 autres questions ici qui sont encore une autre question, pardon, qui est encore de l'ordre de la réponse longue. Donc, on propose un extrait de dialogue entre 2 personnes qui ont lu le texte, et puis on demande à l'élève de réfléchir finalement sur le contenu du texte et de se fonder sur des informations pertinentes tirées du texte pour appuyer le point de vue de chacun des 2 protagonistes ici. Donc vous voyez qu'on est quand même dans une démarche... un élève qui n'est pas un bon lecteur et qui n'a pas compris le texte, parce que le texte n'était pas très long, mais regardez, il y a quand même une lecture à faire. C'est sûr que présenté comme ça, c'est assez déprimant, mais... Mais il y a quand même une lecture à faire, donc l'élève doit passer un certain temps à lire le texte, puis ensuite à répondre à chacune des questions. Donc c'est quand même une tâche qui me semble de l'ordre de la compétence, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable facilement de rattacher chacune des questions à l'un ou l'autre des éléments du cadre de référence. Ce sont les seuls exemples que j'ai en français. J'en avais d'autres en lecture, mais je ne voulais pas vous en présenter beaucoup. Pour les autres, c'est relativement difficile d'avoir des exemples. Ici, pour le PPCE, les exemples de questions, on oublie, il n'y a rien. Ça fait très longtemps que je cherche.
J'ai même envoyé des courriels en demandant s'il y avait possibilité d'avoir des questions pour pouvoir voir à quoi elles ressemblent. Il n'y a pas moyen. C'est fermé et c'est très difficile. On m'a dit, si vous voulez avoir accès à ça, il faut un projet de recherche, il faut motiver la demande par un projet articulé, qu'on évalue la valeur du projet, puis à ce moment-là, on vous les enverra. Moi, ce n'était pas dans le cadre d'un projet, c'était plus dans le cadre de voir à quoi ça ressemble et puis de travailler éventuellement avec ça. La seule chose que je peux vous montrer sur le PPCE, c'est pas mal ce qui est à l'écran, qui est quand même intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter, qui présente les modalités de correction. Donc, donne un exemple, on n'a pas vraiment la question ni le texte, mais on a une question qui est posée. Ce qui m'intéressait, c'était ça, c'est qu'on présente ici finalement une description des attentes qu'on a par rapport à la réponse qui va être proposée par l'élève. Donc, on est de l'ordre de la grille analytique descriptive où on donne des critères et on explique quelles sont les attentes. Et on donne des exemples. Un élève, par exemple, qui répondrait ça serait classé au niveau 1 et on donne une explication de ce qui correspond à un niveau 1. Donc là, on est vraiment dans l'approche qualitative, dans l'approche analytique où on a un exemple, on nous décrit ce qu'on attend et puis on est capable de classer l'élève dans un niveau 1, un niveau 2, etc. Mais pour voir les questions, je vous dis, je n'ai pas accès à ce. L'accès, je ne l'ai pas trouvé. S'il existe, je ne l'ai pas trouvé. Pour toutes les disciplines, c'est fait de la même manière. Je vous présente ici les dimensions qui sont identifiées dans les cadres de référence en sciences. Donc en sciences, PISA, TIMSS, le PPCE ont des épreuves évaluatives relatives à la science. Vous voyez qu'ici, on a encore dans PISA les 3 dimensions. C'est sûr que cette fois, elles sont déclinées de façon différente parce qu'on parle de sciences. Donc on a, je dirais, les contenus, les connaissances, les concepts, physique, chimie, biologie. C'est sûr que physique est décliné en éléments plus pointus. Là, j'ai pris juste l'intitulé général, mais les connaissances et les concepts sont tous listés. On en fait une liste précise qui représente une grosse partie du cadre de référence. On a encore des processus. Vous voyez qu'en sciences, ici, on a 3 processus qui sont proposés. Décrire, expliquer, prédire un phénomène scientifique, comprendre la démarche scientifique, interpréter, conclure. Donc on a la démarche finalement qui est, c'est pas mal la démarche expérimentale. On a ensuite une dimension 3, comme en lecture, qui fait référence à la situation. Alors on peut avoir des situations liées aux sciences de la vie et de la santé, liées aux sciences de la terre et de l'environnement, et à la science et technologie. Donc différents contextes, les connaissances et concepts sous-jacents aux sciences en général, et puis 3 processus qui permettent d'étiqueter les questions selon ce qu'on demande. Dans TIMSS, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à la taxonomie de Bloom, les contenus, physique, chimie, biologie, encore une fois déclinés de manière plus précise que ça évidemment, et puis les processus, savoir, appliquer, raisonner. Donc là, on est vraiment, ça ressemble beaucoup aux 3 premiers niveaux de Bloom. Vous voyez qu'on ne va pas plus loin que raisonner. Et dans le PPCE, on n'utilise pas le terme contenu, mais on utilise le terme sous-domaine. Et les sous-domaines sont la nature des sciences, la connaissance de la technologie, la connaissance des sciences en termes d'habileté et d'altitude. Donc on a le domaine qui est décliné de cette façon-là. Et 3 compétences qui sont recherche scientifique, résolution de problèmes, prise de décision. Donc vous voyez que c'est relativement différent d'un contexte à un autre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on évalue la même chose, mais avec un cadre de référence qui est quand même relativement différent. Parce que c'est pas la même chose de parler de physique puis de regarder savoir appliquer et raisonner que d'entrer dans la démarche scientifique que je vois derrière ce qui est écrit ici. Donc on n'est pas au même niveau. Donc on pourrait se poser la question de savoir si effectivement quand PISA dit évaluer des compétences, quand on regarde ça, on a envie de dire qu'effectivement c'est à ça que ça ressemble. Plus que TIMSS, qui semble être à un niveau plus testing tester les connaissances et leur application, mais dans une démarche, je dirais, beaucoup plus moins compétences, plus classique. Donc déjà, rien qu'en regardant ça, on a quand même une bonne idée que on évalue éventuellement, en tout cas, on n'annonce pas évaluer exactement les mêmes choses dans chacun d'eux. J'ai très peu de questions, j'en ai aucune en français, donc on n'y passera pas beaucoup de temps, mais je voulais juste vous montrer à quoi ressemblent les questions en sciences dans PISA.
Donc on a un document que je n'ai pas, auquel j'avais peut-être même pas accès, sur le clonage des animaux. On a une question ici, je voulais vous montrer le format, question à réponse relativement courte à moyenne, je dirais. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était la manière de corriger. Donc on a un classement de la question ici par rapport à l'intention. Donc le processus, reconnaître des questions, je pense, importantes en sciences, le thème, la génétique, et puis la science de la vie et de la santé. Donc on retrouve ceci, mais on ne retrouve pas forcément les autres dimensions. Parce qu'un de mes intérêts par rapport à ces classements-là, c'est d'essayer de voir si justement chacune des questions peut être classée de manière très précise par rapport aux contenus qui sont annoncés. C'était facile de le faire en lecture, ça l'est moins ici parce que ce n'est pas annoncé de la même manière. Au niveau de la manière de corriger, 0 ou 1, 0, on décrit ce qui correspondrait à une réponse qui vaudrait rien, et si l'élève donne une idée acceptable aux deux niveaux, c'est-à-dire du fait que le clonage est possible et puis qu'il y a des aspects finalement éthiques à prendre en considération, ben ça, ce serait un code 1, l'élève aurait le point, sinon il n'aurait pas le point. D'autres questions, encore une fois, mon but n'est pas de lire, c'est plus de vous montrer à quoi ça ressemble. Une question ici avec un choix multiple, donc 4 choix de réponse. Et puis vous voyez que la bonne réponse, c'est A, donc c'est ça qui vaut 1 point, et sinon ça vaut 0. Ici, par contre, vous voyez que la question est vraiment classée par rapport au type d'item, choix multiple, par rapport à la compétence, expliquer un phénomène de manière scientifique, par rapport à la catégorie de connaissances, par rapport à l'application. Donc ici, pour cette question-là, on est capable de retrouver la classification qui était proposée. Dernier exemple, on a une série de oui-non, donc des oui-non, des vrais faux multiples finalement. Il faut que l'élève ait répondu correctement à chacune des 3 questions. Il doit répondre oui ou non à chacune des 3 pour obtenir le point, sinon il n'a pas de point. Même classification, même format. J'en ai quand même encore pour un moment, est-ce que vous voulez faire une pause? Parce que je vous sens en baisse de rythme. Donc on reprend dans